Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Bonjour Hugo, à la régie. Bonjour Robert. Bonjour. Et c'est le retour, ce retour automnal. On ne compte plus les années de Derrière l'image, mais ça me fait toujours plaisir de reprendre le micro. Et bien sûr, cette semaine, en plus, on est relativement choyé parce qu'on reçoit deux invités qui... Un jeune cinéaste et un vieux. Ah, un vieux? Jean-François, parce que nous sommes avec Jean-François Lesage. Jean-François, est-ce que tu te considères comme un vieux? Non. Non, moi non plus, je ne considère pas. C'est émergent. Exactement. Alors que dans le cas de Jonathan Beaulieu-Cyr, on peut parler bien sûr d'un jeune, dans ce cas ici, puis qui nous présente son deuxième film Phoenix. Donc en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Jonathan. Et nous débutons notre année avec Jean-François. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Presque devenu plaisir d'être ici. Un ami. Ben oui, absolument. On a suivi énormément ta carrière. Puis c'est intéressant dans ce cas ici parce que parmi les montagnes et les ruisseaux, on en parlait un petit peu, son retour. C'est un peu un retour parce qu'en 2004, après avoir passé quelques années en Chine, tu as décidé de braquer ta caméra la nuit sur des Chinois et tu filmais leurs conversations. Oui. Et là, 20 ans plus tard, tu refais un peu le même processus, mais en amenant deux Chinois, deux artistes chinois, exilés, dissidents, dans une belle forêt qu'on avait déjà vue dans la rivière Cachée. Et tu refais finalement deux films en un. Une nuit en Chine et la rivière Cachée, je veux dire, version québécoise avec chinois. Absolument, c'est intéressant parce que moi, je le vois comme la fusion de trois amours. Mon amour pour la culture chinoise, mon amour pour le cinéma, mon amour pour la Gaspésie aussi. Oui, mais ce lieu-là n'est pas anodin du tout, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu la forêt enchantée. Oui. Parce que ce qui se passait de magique déjà dans le premier film que tu y as tourné, on avait l'impression que les gens étaient capables d'intimité à cause du contexte. Et cette fois-ci, je veux dire, c'est pas des personnages banals, c'est des grosses pointures. Oui. Et d'ailleurs, ça va nous amener à parler de comment tu les as choisis, mais au départ, cette liberté de parole que le décor semble leur proposer, c'est formidable. Il y a un côté magique là, qui se passe. C'est sûr que j'avais un peu le goût de... J'aime tellement ce lieu, la rivière Cachée. Et j'avais vraiment le goût d'y retourner, mais pour quelque chose d'un peu différent, puis peut-être quelque chose qui est une plus grande prise de risque pour moi, parce que jusqu'ici, mes films, c'est toujours des groupes. Je passe d'un groupe à l'autre. Là, tout à coup, tout reposait sur deux épaules, deux paires d'épaules de gens que je connaissais très peu. Oui, et qui ne se connaissaient pas tant que ça. J'ai tout misé là-dessus, alors. Et ils ne se connaissaient pas tant que ça entre eux. Il y avait un respect mutuel, il y avait, au niveau artistique, c'est comme des artistes qui se respectaient comme... Qui aimaient bien l'œuvre de l'autre, etc. Oui, parce que c'est ça, tous les deux ont déjà une œuvre derrière eux, parce que Liane, l'écrivain, il a publié des livres qui ont fait du bruit en plus. Absolument. Et quant au peintre, il semble connu aussi en Chine et à l'extérieur de la Chine également. Oui. Tu les connaissais, toi? Alors, je les connaissais pas. Mais ça fait longtemps que je veux faire un film avec des artistes chinois, plutôt côté dissidence. Et c'est un peu par nostalgie de certaines soirées que j'ai vécues en Chine, quand je vivais en Chine, ça parle toute la nuit, ça refait le monde, et puis je voulais recréer une soirée comme ça, puis je cherchais, ça fait longtemps là, que je cherchais le concept, l'idée et tout ça, et puis
je suis tombé sur une vidéo de Madien de 2012 dans un salon du livre où il se révolte. Et en gros, lui, c'est un écrivain dont tous les livres sont interdits en Chine. On est au Salon du livre de Londres en 2012. La Chine est à l'honneur. Une délégation officielle d'écrivains officiels arrive en grande pompe. Et lui, il tente de donner son livre interdit en Chine au chef de la délégation. Il se fait pousser par des gardes du corps. Puis après ça, il va se faire un X avec un gros crayon feutre rouge sur le visage et aussi sur son livre. Puis c'est suivi d'un discours. Et quand j'ai vu cette passion, je me suis dit, c'est avec lui que je veux travailler. C'était pendant ces années où on était chez soi. Donc, je l'ai contacté pendant la pandémie. Et je lui ai proposé à lui de me donner une liste d'artistes chinois en exil. Je voulais pas mettre la vie de gens vivant en Chine en danger. Avec qui il aimerait être en dialogue. Et après, j'ai travaillé à partir de cette liste-là. Il y avait un peintre dans la liste, et moi, je me suis dit, ça serait mieux qu'on ne soit pas dans des rivalités littéraires, etc. Alors, j'ai contacté le peintre, puis le peintre était assez engagé politiquement aussi, mais le peintre ne se voit ni comme un dissident, ni comme un exilé. Alors, il m'a écrit ça récemment, là. Attention, comme tu me présentes, là. Mais bon, vous allez voir dans le film, il y a quand même ses idées à lui, là. Oui. Mais ce qui est fascinant dans ton film, c'est que ces deux artistes prennent possession de la forêt. Oui. Parce que, je veux dire, il ne faut pas se le cacher, là, t'es dénatures totalement, pour les renaturer, d'une façon de parler. Et on a l'impression qu'ils vivent dans la forêt. Pour les gens qui n'ont jamais vu tes films, t'aimes jouer avec le réel. Disons ça de cette façon-là. T'aimes provoquer des situations. C'était à peu près dans tous les films. On le ressent à certains moments. Il y a la présence d'un hibou. Il y a une toile qui apparaît. En tout cas, il y a plein d'éléments. Mais il y a une grange qui brûle. Mais au-delà de ça, dans cette volonté, oui, de provoquer des situations, ces gens-là ont l'air tellement naturels. Que ce soit à travers un repas chinois que tu as reconstitué dans cette cabane, à travers leurs références politiques, parce que la place Tiananmen est importante dans leur parcours. On a l'impression que c'est deux amis. Et c'est ça, pour moi, la grâce de ton film, c'est qu'on a la possibilité, un peu comme un petit oiseau, comme le hibou, de suivre leurs pensées. Et de les accompagner, je veux dire, dans leur déambulation, à la fois physique, puis à la fois intellectuelle. C'est sûr que... Mais il y a vraiment cette... C'est comme s'il y a une magie que c'est Je pense que, oui, c'est ça, mais je pense que les deux ont été tellement généreux, mais en même temps, ils étaient... dès le début, je leur ai dit très précisément ce que je voulais faire. Okay. Puis j'essaie toujours d'expliquer à mes protagonistes là où j'en suis dans mes réflexions. Ça se peut que ça évolue après, mais alors eux, je leur ai dit, là, je dresse un itinéraire en forêt pour vous. Vous allez traverser une forêt de bouleaux, des pinèdes, vous allez peut-être marcher sur le bord de la mer. Le peintre me dit, je veux peindre dans ton film. OK. C'est complexe, là. Il peint des 2 mètres par 4 mètres. On a juché ça sur un monticule qui surplombe une chute. C'était vraiment compliqué. Quand cette scène-là arrive, moi, j'y croyais pas. On n'y croit pas. Exactement. L'échafaudage. Alors, donc, je leur explique que dans le fond, je leur parle aussi de la grange du hibou, mais je leur dis, c'est pour... Je mets tout ça en place, mais dans le fond, c'est pour déclencher une parole. C'est pour ça que... Mais c'est vraiment ce que je mets ces choses-là. Alors, c'est ce qui va se passer. Mais il y a le décor gaspésien aide énormément. Là, mais la rivière cachée, puis toute cette espèce de petite... on dirait que c'est un petit théâtre, pratiquement. C'est quelques rochers qui font comme un... Tous ces lieux-là vont vraiment... Puis il y a des nouveaux lieux aussi, un ruisseau à Maria, le ruisseau Mius.
tous ces lieux-là vont vraiment aider. Mais c'est une promenade en forêt, mais de fait, c'est deux hommes de qualité qui réfléchissent à voix haute. Hein. C'est vraiment ça qu'on est complètement pris dans leur discours, qui a une drôle de forme parce que il est parfois très large. Tu sais, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu viens faire dans la vie? Là, on est dans la question existentielle, jusqu'à un point de vue pointu sur la Chine actuellement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y fait, nous autres? Comment ça se fait qu'on n'y est pas? Bon, là, on est dans l'actualité violente. Absolument, puis c'est intéressant parce c'est sûr qu'on était... moi, je travaille toujours avec mes deux complices, Mathieu Bouchard-Malo et Ariane Pétel-Despaux, en montage, et puis ça aurait pu prendre ça aurait pu prendre une autre tournure parce que les conversations sur le processus créatif étaient super intéressantes, mais ça... Et puis Tiananmen commence à transformer leur vision du monde. C'est fascinant aussi, mais moi, je tenais aussi à ancrer ça dans la Chine d'aujourd'hui. Et puis dans notre monde d'aujourd'hui aussi, où il y a des violations des droits humains ici aussi. C'est une quête commune. Comment ça se passait concrètement au moment du tournage, la promenade en forêt? Toi, tu marchais avec eux, avec l'équipe qui filmait. Est-ce que tu intervenais ou tu suggérais à travers un interprète, j'imagine? Oui, alors il y avait les déplacements en forêt, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'on était sur rail. Alors, j'ai travaillé avec l'excellent DOP Étienne aussi. Et puis, on a préparé ce film-là pendant 2 ans. On a discuté ensemble. Est-ce que ça va être des rails? Est-ce que ça va être la Steadicam? Fait que ça, ces déplacements-là, à un moment donné, on a décidé que ce serait des rails, puis on savait que ce serait compliqué, puis on savait qu'on aurait besoin de l'aide des gens du coin aussi, de toute l'équipe. Ça se transporte pas facilement dans la forêt, tout ça. Et donc, on n'a pas tenté tant que ça d'avoir des conversations pendant les déplacements, mais il y en a quelques-unes. Mais on a... pour le cœur des conversations, c'est dans une petite cabane en forêt. Et là... comment j'ai procédé, c'est que je faisais venir un des deux protagonistes. Je disais, est-ce que tu pourrais poser telle question à Manhuang? D'accord. Pose la question. Puis après ça, on tournait pendant 20 minutes. Après ça, je me faisais traduire un peu ce qu'il était raconté. Puis là, je proposais une autre question à l'autre. Et puis il y avait un côté ludique comme ça, où il y avait une surprise de la question qui allait être posée. Et ça m'a permis aussi de donner une direction aux échanges et tout ça. Mais puis ça, c'était plus dans la cabane que pendant les déplacements. On a essayé aussi, toutes sortes de choses, mais il y avait quand même 3 nuits dans une cabane qui était complètement consacrée à la conversation. Ça donnait en tout 10 heures de conversation. Wow. Puis après ça a été sous-titré au complet. Et après ça, en montage, on a travaillé beaucoup avec ces 10 heures-là. Et tu le mentionnais en ouverture, hein, que ce genre de forêt enchantée. Oui. Lorsqu'on voit le film, je veux dire, on est pris parce que par les conversations, par le côté un peu contemplatif finalement de ce lieu, mais tu l'as évoqué, puis c'est pour ça que je vais revenir sur cet aspect-là, on oublie les défis techniques, parce que nous sommes en forêt. Puis en regardant le film, je me dis, où il peut bien placer sa caméra, parce que ces gens-là marchent, hein, je veux dire, à une certaine distance de la caméra, on voit les arbres, là. Et on se dit, comment a-t-il pu retrouver cette lisière qui lui permettait d'avoir accès, je veux dire, à la fois, je veux dire, à ces gens-là? C'est intéressant parce que récemment, au Perséide, j'ai rencontré un grand DOP de renom qui m'a dit qu'il était jaloux des travelling dans le film. Et moi, je sais pourquoi ces travelling-là sont... c'est efficace! Sont efficaces! C'est que, dans le fond, moi, je viens du documentaire. Alors, je suis dans le documentaire de création. Donc, moi, si on installe, même si tout à coup, on emploie des rails et tout ça, qui sont une grosse équipe, et puis plus quelque chose d'un processus un peu plus...
de fiction, ben, moi, une fois que les rails sont installés, je ne fais pas juste lire le texte et puis faire une scène. Je dis non, mais on va filmer le contre-champ maintenant. On va faire marcher un contre-champ. OK, on a fini avec ça. Ben là, on va filmer les branches d'arbres avec les rails. Donc, pendant toute la journée, on va s'amuser avec des rails. Donc, ça permet, à un moment donné, de tomber sur des petits joyaux que si tu es pressé, il faut que tu fasses ta scène, puis OK, on installe les rails, on la roule, les acteurs disent leur texte. Non, mais c'est le côté expérimental du documentaire. Mais c'est formidable parce que ça devient la signature, signature du film, cette fluidité-là, qui soutient tellement bien le discours des deux hommes, parce qu'ils s'intègrent à ça, puis en souplesse, ça c'est magnifique. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme si, parce que moi, j'aime la peinture chinoise ancestrale, qui en est question dans le film, et tout ça, mais j'aime cette espèce de frontalité, puis t'as les montagnes, puis t'as du vide, puis ça devient, le vide est comme plus perçu comme un lieu de transformation, puis souvent c'est décadré, puis je me souviens, j'espérais un peu qu'il y ait des plans comme ça dans le film, mais c'est intéressant parce que c'est pas là-dessus qu'on est tombé, mais il y a quand même quelque chose d'hypnotique dans le travelling. Et on est allé vers autre chose, mais il y a quelque chose de très hypnotique quand même, de différent. Mais dans l'ouverture, le fait, par exemple, que la rencontre entre les deux hommes tarde. On sait au départ qu'il va y avoir deux personnages, mais où est-ce qu'il y a le deuxième? Ça prend du temps avant que le peintre apparaisse derrière un arbre au second plan. Mais je trouve que ça fait c'est une façon de nous impliquer dans le film, d'une part. Je l'attends, le peintre, il va arriver, bon. Puis ça s'installe. J'aimais cette espèce d'entrée-là, mais c'est comme une espèce de il y a un suspense. Un rythme dans le film aussi. Donc, tu sais, je sais que le film, il va quand même... Il va falloir qu'on écoute des conversations, mais j'essaie de... J'aime que l'entrée, il y a comme, je pense qu'il y a 9 minutes avant que le premier mot qui est dit. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Les conversations, il y a beaucoup d'humour dans le filmage des conversations dans la cabane aussi. Ne serait-ce que la bouteille de rouge, puis les santés qui n'en finissent plus. Le gling-gling des verres qui se frappent. Ça vient ponctuer des conversations très, très sérieuses. Là. Je veux dire, ils sont en train de refaire le monde, ces gars-là, puis à tout coup... C'est drôle parce que là, ça fait quand même longtemps que je suis pas allé en Chine, mais à l'époque, tu n'avais presque pas le droit de prendre une gorgée. Non. Comme pas simultané avec tout le groupe. Alors, mais on voit qu'ils font un peu ça. Ils vont pas prendre une gorgée avant l'autre. Oui, à un moment donné, il y en a un qui fait pas le geste puis qui se le fait reprocher par son vis-à-vis. Et tu mentionnais que tu aimais bien, je veux dire, ces peintures anciennes des maîtres, là, les Song, Tang, Yang et compagnie. Et là, on parle il y a 1000 ans et plus. Exactement. Puis, effectivement, il y a quelque chose de très cinématographique dans leur façon, je veux dire, d'organiser l'espace. Et il y a toujours cette fluidité. Hein? Il y a comme un souffle qui doit je veux dire, se propager dans le tableau. Et je trouvais, même si ton film n'est pas totalement inspiré de ces canons esthétiques chinois, oui, il y a ces travelling, donc on mentionnait dès le départ, mais il y a également un peu le refus du champ contre champ. Hein? Il y a un plan frontal, et lorsqu'il y a une discussion, c'est la caméra qui se déplace avec la discussion. C'est banal, mais il y a une homogénéité au niveau de l'esthétique qui permet à la conversation de naître dans un espace. Et pour moi, bizarrement, tu vas me dire, non, j'ai pas fait ça à la manière chinoise, mais c'est très chinois comme approche. C'est sûr que je m'abreuve de cinéma chinois, mais c'était comme important pour moi que ça soit pas un pastiche de film chinois. Puis, mais il y a un petit clin d'œil, par exemple. Il y a un petit clin d'œil, hein? On le dira pas. Mais il y avait cette espèce il y avait le désir que ça soit, parce que moi, je trouve que leur propos est universel. Moi, je me disais... il faut que je trouve l'espèce de ligne où, justement, mon générique ne va pas être avec des pictogrammes, où ma cabane, elle a un petit
côté asiatique, c'est une cabane à sucre, là, mais non, on ne sera pas non plus dans un salon de thé. La musique va être finlandaise, norvégienne, française. Ça sera pas du Erhu ou bien ce sera pas des compositeurs classiques chinois non plus. Alors il y avait comme une espèce de... C'était comme sur une ligne où je voulais que ce soit comme le plus universel possible parce que je pense que les thèmes qu'ils abordent, même si c'est dans le contexte chinois, c'est des choses qui nous... Il y a quelqu'un qui, écrivant sur ton film, dit que c'est ton premier film politique, ouvertement politique. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que, c'est vrai, il y a un propos politique, puis on s'en va progressivement vers ça, mais ça reste un discours lyrique du début à la fin. Et je pense que c'est ce qui fait la force du propos politique, d'être soutenu par ce lyrisme-là. C'est intéressant parce que dans une autre vie, j'ai travaillé à la promotion des droits humains en Chine, basé à Montréal, dans un organisme qui n'existe plus, mais je me rendais souvent en Chine et puis je me suis toujours posé la question parce que c'est sûr que les communiqués, les dénonciations, tout à coup, j'avais l'impression que ça touchait plus vraiment les gens et tout ça. Puis je me questionnais souvent sur qu'est-ce qui serait un ton intéressant pour parler des droits humains. Puis là, je me disais peut-être qu'une conversation entre amis, ça nous, je sais pas, en tout cas, ça faisait partie de mes questions en faisant ce film-là. Écoute, tout à l'heure, tu as fait allusion au travail de Mathieu et d'Ariane. Oui. Mais il y avait beaucoup de matériel quand ils se sont installés pour... On en avait moins que d'habitude. Oui. Mais on dirait que c'était peut-être plus ciblé que d'habitude. C'est parce que dans le fond, je ne pouvais pas garder ces messieurs-là 30 jours. Moi, j'aime bien prendre 30 jours de tournage. Là, je ne pouvais pas les garder 30 jours. Puis d'ailleurs, j'ai un petit peu étiré l'élastique parce que vers les dernières journées, le peintre, il commençait à avoir un caillou dans sa chaussure. Il commençait à se demander pourquoi je le faisais marcher dans les roseaux, dans la boîte. Je lui demandais de recommencer 12 fois les mêmes affaires. Il commençait à être un peu irrité par... un caillou. Puis pour les gens qui vont aller voir le film, aussi un peu d'eau dans une chaussure également. Tu as passé combien de temps dans la salle de montage? Alors, ben, on a passé 4 mois dans la salle de montage, mais on avait... Je pense qu'on avait pas mal moins d'heures que d'habitude. On avait peut-être... je pense que c'est 28 heures de matériel. D'habitude, j'arrive plus avec 60 heures de matériel. Tu étais dans la salle de montage, toi, tu es toujours là. Toujours là, oui. Puis on a le passé travail... 4 mois et on a eu du mal parce que, bon, la règle avec Mathieu et Ariane, c'est qu'on doit être contents tous les trois là, avant de dire un film. Cette fois-ci, on avait de la misère à trouver notre structure et ça a pris beaucoup de temps, mais une fois qu'on l'a trouvé, mais c'est ça, c'est beaucoup le fait que c'était en langue chinoise. Il a fallu que je retourne vers l'interprète et puis que je lui demande de traduire juste 2 heures, mais là de le traduire avec tout son talent, tout son art d'interprète et de traducteur. Et là, j'ai trouvé le film. Ouais. C'est sûr que c'est une gageure supplémentaire. Oui. Hein, je suis content que le prochain est en français. Parce que franchement, c'est sûr que ça ajoute une difficulté. Mais au-delà, puis tu le mentionnes, c'est la première fois que tu te restreins à 2 personnages. Oui. Parce que généralement, c'est plutôt la caméra qui voyage puis qui cherche des personnages. Donc, tout le travail, dans ce cas ici, au niveau du montage, puis c'est ce qu'on voit dans le film, c'est la force du film, c'est de trouver le vrai souffle. Tantôt, on parlait de souffle, puis dans le fond, ces paroles, ça c'est dur, là, ces paroles ont un souffle. Puis à quel moment, on parlait de l'ouverture qui dure 9 minutes, mais on aurait pu la faire 12, on aurait pu la faire 7. À quel moment tu décides de couper, à quel moment que tu étires, c'est erreur. Et on oublie à quel point que ça peut être ardu d'arriver à trouver le film dans le travail. C'est une alchimie, c'est un travail d'alchimiste, et puis tu peux enlever 3 frames puis tu peux gâcher ton film. Quelque chose de... C'est vraiment... à un moment donné, on arrive à une espèce d'équilibre fragile. Puis c'est intéressant parce que on y arrive, on a l'impression que ça va être ça le film, que c'est ça le film. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois que je montre le film, il y a des endroits où j'avais peut-être des doutes et tout ça. Puis là,
t'as quelqu'un, un spectateur qui vient me dire « Ah, ça c'est ma scène préférée! » Et là, tout à coup, tous les doutes sont évanouis. On est content d'être arrivé à cet équilibre-là, mais c'est intéressant. Déjà, Hugo nous dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même étirer, parce que même il y a un aspect dont tu as abordé, puis qu'on a un peu effleuré, c'est toute la dimension politique. Oui. Oui, c'est sous-jacent. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas totalement la Chine, c'est pas toujours évident, mais il reste que les événements de la place Tiananmen, c'est un événement qui est encore interdit de mention en Chine. On n'en parle jamais. D'un point de vue artistique, ça a créé une génération de cinéastes, une création d'artistes. Je trouve ça vraiment pertinent que tu te réfères à ces événements du 4 juin 1989, montrer comment la loi martiale a transformé, mais littéralement, une génération de gens qui aujourd'hui ont à peu près 60 ans et plus, mais que toute leur création et tout leur univers, leur pensée et leur discours, à la fois artistique, humain, politique, a été influencé par ça. En Chine, on n'en parle pas beaucoup, puis même dans les films, je dirais, occidentaux, c'est rare que ce sujet-là ait été abordé, puis j'étais content. Je veux dire que tu nous amènes dans cette dimension-là. J'avais 20 ans quand c'est arrivé, cette affaire-là, puis j'ai suivi ça à la télévision comme tout le monde en Occident à l'époque, puis c'était des gens qui avaient l'âge que j'avais et qui non, puis c'est un rêve, voulaient la démocratie, voulaient lutter contre la corruption. Ils ont mis tous leurs espoirs, leurs convictions. C'était beau, c'était rassembleur. Il y avait aussi des gens d'autres générations qui se sont joints à eux, qui sont venus les aider. Et puis de voir ça complètement réprimé dans une violence horrible avec des mitraillettes, des tanks, dans un bain de sang épouvantable dont on ne sait toujours pas eu combien de morts, etc. Mais il y avait quelque chose de profondément... c'est comme si il y a quelque chose de témoin de ça, même à la télévision. Non. On commence à s'habituer. Qui se brisait. On commence à s'habituer à l'horreur par les temps qui courent. Absolument. Et puis, mais là, c'est une voix intérieure, parce que souvent, pour les événements de la place Tiananmen, il y a toujours cette fameuse image du jeune Chinois qui est devant le tank, puis qui arrête la manifestation. Et on est arrivé un peu à associer ces événements-là à cette image-là, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Puis, pour moi, je veux dire, oui, il y a ces conversations sur l'art chinois, la culture, sur leur mode de vie, mais cette dimension politique, tu as réussi, à travers ces deux personnes-là, à nous amener à l'intérieur et les répercussions, les conséquences vécues par les gens. J'aime ça quand Madiane mentionne tout ce qu'il sentait qui était possible à cette moment. Tout ce qu'il a senti qui était possible. Ça, c'est mais la brisure, hein. C'est un peu la... Il était complètement pacifiste du mouvement aussi. Puis, il paraît qu'on faut s'arrêter. Moi, j'aurais juste voulu dire que on peut prendre une minute ou deux plus. Par le travail d'Étienne, qui devient un paysagiste même. Là, est confronté à ça, faire la forêt un lieu aussi présent. Il y a toujours une profondeur de champ en plus dans son travail. C'est formidable. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tes deux protagonistes, si je puis dire, vont être à Montréal pendant le week-end. Vous faites 3 soirées ensemble à la Cinémathèque, au Beaubien et au musée, et qu'après ça, le film va être vu au public, au Moderne, à la Cinémathèque, au Beaubien, au musée et au Beaumont à Québec. Oui, absolument. Phew. Merci beaucoup, Jean-François Lesage. Bravo pour Parmi les montagnes et les ruisseaux. Très, très beau film. On vous invite, bien sûr, même si tôt le matin, ce samedi matin, sachez qu'en 18h40, au cinéma Beaubien, Jean-François va être là, avec ses deux invités pour arriver, animé par Bruno de Cannes, quelqu'un qu'on connaît bien, en 24 images. Donc, et je pense qu'il risque d'avoir des très, très belles discussions après même la projection. Merci beaucoup, Jean-François.